Il y a des nuits qui vous suivent comme une ombre. On croit les avoir laissées derrière soi, mais elles s'accrochent à la mémoire, un peu comme ces cheveux qu'on retrouve sur l'oreiller, même après les avoir coupés. Moi, cette nuit-là, c'est ma tête qu'on m'a volée. Enfin, pas toute, juste assez pour que plus jamais je ne dorme sans vérifier que mes cheveux sont toujours là. Je m'appelle Laïla, et dans notre village, on dit qu'une femme sans cheveux, c'est comme une jarre sans couvercle. Elle garde encore l'eau, mais plus personne n'ose y boire. Chez nous, les cheveux, c'est plus qu'un ornement, c'est une fierté, un héritage, une identité. Les femmes les tressent comme on tisse un serment, et les hommes les admirent comme on contemple un champ fertile. Et puis il y a Zahra, ma meilleure amie, ou du moins celle que j'appelais ainsi avant que tout ne change. Zahra, c'est la fille que tout le monde regarde. Ses cheveux sont longs, noirs, brillants, on dirait qu'ils ont été tressés par la lune elle-même. Quand elle marche, on dirait que le vent lui obéit. Les femmes la jalousent, les hommes la suivent du regard, et elle rit de tout ça. Son rire, c'est comme un couteau recouvert de miel, doux mais qui blesse. Dans notre village, on raconte qu'à force de rire de sa beauté, une femme finit par attirer Maaskin Daré. C'est un esprit du soir. Il ne parle pas, ne crie pas, ne frappe pas. Il attend que la maison s'endorme, puis il entre, léger comme une ombre. Et pendant que la femme dort, il passe un rasoir invisible sur sa tête, ici un peu, là un peu, juste assez pour qu'elle se réveille le matin avec un visage qu'elle ne reconnaît plus. Personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Certains disent qu'il est petit comme un enfant, d'autres qu'il est grand comme un mur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne vient jamais sans raison. Et moi, je peux vous dire qu'il existe, parce que je l'ai rencontré. C'était une nuit calme, une de ces nuits où même les grillons semblent fatigués de chanter. J'avais dormi chez ma grand-mère après une dispute idiote avec Zahra. Elle s'était moquée de moi, de mes tresses, de mon peigne cassé, de mes petites vanités. J'avais ri moi aussi pour cacher ma honte. Et en riant, j'ai prononcé son nom, Maaskin Daré, juste pour faire peur à ma grand-mère. Elle m'a lancé ce regard que seules les vieilles savent faire, celui qui dit « ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas ». J'ai haussé les épaules comme une idiote. Plus tard, dans la nuit, j'ai senti un froid sec, sans vent. Un froid qui ne venait pas du dehors, mais de l'intérieur de ma peau. J'ai entendu un léger bruit comme un souffle, ou le frottement d'un tissu sur un métal, puis un petit tchk, régulier, lent, presque musical. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai porté la main à ma tête, et là, le vide. Le sommet de mon crâne, lisse, froid, nu. Le reste, intact. C'était comme si quelqu'un avait dessiné une carte sur ma tête avec un rasoir. J'ai crié. Ma grand-mère a accouru, elle m'a vue et au lieu de parler, elle a simplement murmuré « Il t'a trouvé ». Les voisins ont ri pensant à une mauvaise farce, les enfants m'ont chuchoté. Et moi je me suis regardée dans le miroir, ou plutôt j'ai regardé ce qu'il restait de moi. Depuis ce jour, j'ai compris que Maaskin Daré ne vient pas seulement pour punir les vaniteuses. Non, il vient pour rappeler aux femmes que la beauté attire autant le regard des hommes que celui des esprits. Et croyez-moi, depuis cette nuit, quand je vois Zahra rire un peu trop fort, je sens mes doigts glisser malgré moi vers le haut de ma tête. Je touche ma cicatrice et je souris doucement. Parce que dans notre village, même le mal a de l'humour. Un humour qui rase. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette histoire n'en avait pas fini avec moi. Il y a des promesses que le vent emporte et d'autres qu'il ramène. Celle-là, malheureusement, a fait le tour du village avant de me revenir en pleine figure. Après cette nuit où Maaskin Daré m'a rasé comme on rase la honte, je pensais que tout s'arrêterait là. Mais dans notre village, les histoires ne meurent jamais tant qu'il reste quelqu'un pour les raconter ou pour les transformer en vengeance. Zahra, elle, avait entendu ce qui m'était arrivé. Au lieu de compatir, elle avait ri. Un rire clair, long, insupportable. Elle m'avait dit « Laïla, si vraiment cet esprit existe, qu'il vienne chez moi. Peut-être qu'il me rendra encore plus belle, qui sait ?» Et tout le monde avait ri avec elle. Sauf un. Le garçon.
celui qui l'aimait et que j'avais vu jurer un soir de se cacher derrière le nom de l'esprit. Il s'appelait Karim, un nom doux pour un cœur dur. Quand il a entendu les rires, il a serré les poings et dit calmement « D'accord, si Maaskindare tarde, alors Maaskindare ce sera moi. » Personne ne l'a pris au sérieux, moi non plus d'ailleurs. Dans notre village, les hommes promettent souvent de grimper à la lune pour une femme, mais ils ne montent jamais plus haut que le toit de leur maison. J'ai ri, encore une fois. Il faut croire que je n'apprends rien. Quelques jours plus tard, une étrange tension flottait dans l'air. Les nuits étaient plus lourdes, les chiens aboyaient sans raison. Ma grand-mère disait que le vent portait une odeur de fer, signe qu'un serment avait été prononcé sans bénédiction. Elle a fermé les fenêtres, a mis du sel devant la porte et m'a interdit de sortir. J'ai obéi pour une fois. Je commençais à comprendre que la peur parfois est une sagesse déguisée. Mais Zara, elle, n'avait peur de rien. Elle continuait de rire, de peigner ses cheveux au milieu de la cour, même quand le vent soufflait à contresens. Elle disait que ses tresses étaient plus fortes que les malédictions et que Maaskindare n'était qu'un conte pour endormir les enfants. Ce soir-là, elle chantait sous la lune, entourée de ses amis. Et Karim, caché non loin, observait. Ses yeux, m'a-t-on dit, brillaient comme ceux d'un chat dans l'obscurité. Je ne sais pas si c'est lui ou l'autre, le vrai, celui que j'ai senti sur mon crâne, mais dans la nuit, un cri a percé le silence. Un cri long, cassé, suivi d'un rire étouffé. Le lendemain, Zara ne s'est pas montrée. Les femmes ont murmuré, les hommes ont fui le regard du soleil. Et quand enfin elle est sortie de chez elle, tout le monde a compris. Ses cheveux avaient disparu par morceaux. Un cercle nu au milieu, des touffes sur les côtés, un dessin étrange sur la nuque. Exactement comme moi. Les enfants ont hurlé, les vieilles ont récité des prières, et Karim, lui, a disparu le même jour. Le village disait qu'il était parti. Moi, je savais qu'il s'était simplement perdu entre les deux mondes, celui des vivants et celui de Maaskindare. Parce que depuis ce jour, la nuit a changé de son. Le vent parfois chuchote des mots que je suis la seule à comprendre. Il dit « Ce n'était pas un jeu, Laïla, c'était un serment. Depuis, je ne ris plus beaucoup. Sauf quand on me parle de promesses. Là, je ris fort, très fort. Parce qu'au fond, les promesses, c'est comme les cheveux. Elles repoussent toujours, mais jamais comme avant. Depuis cette nuit-là, la lune ne m'a plus jamais semblé belle. Avant, je la regardais comme une amie. Maintenant, je la vois comme un témoin silencieux, celui qui éclaire les secrets qu'on voudrait enterrer. Parce que chaque fois qu'elle se lève, quelqu'un dans notre village perd un peu plus de paix. Les jours qui ont suivi la disparition de Karim furent étranges. Personne ne parlait de lui à voix haute, mais tout le monde y pensait. Sa mère, pauvre femme, restait assise sous le grand manguier, les yeux perdus dans la poussière. Elle disait que le vent lui murmurait le nom de son fils la nuit. Quant à Zara, elle s'enfermait. Ses cheveux, ou ce qu'il en restait, étaient cachés sous un foulard. Et son rire, ce rire clair qui faisait danser les feuilles, il avait disparu. Je me souviens d'un soir où elle est venue chez moi. Elle marchait lentement comme si chaque pas pesait plus que son corps. Quand elle a levé le voile, j'ai vu les marques sur sa tête, les mêmes lignes, les mêmes cercles que moi. « Laïla, pourquoi moi ?» Sa voix tremblait. J'aurais voulu lui répondre, lui dire que parfois le mal ne choisit pas, il cherche juste où la vanité a laissé une porte ouverte. Mais j'ai préféré me taire, parce que j'avais peur que mes mots fassent plus mal que le vide sur son crâne. Pendant plusieurs semaines, Zara a changé. Elle ne sortait plus, elle priait souvent, et surtout elle écoutait le vent. Moi, j'avais appris à me méfier du silence, mais elle le guettait. Un soir, elle m'a dit « J'ai entendu sa voix. » Je lui ai ri au nez, pensant qu'elle devenait folle. « Tu crois vraiment qu'un esprit te parle maintenant ?» Elle m'a fixée, sérieuse. « Ce n'est pas qu'il me parle, Laïla, c'est qu'il me demande quelque chose. »
Cette phrase m'a glacé le sang, parce que Maaskin Daré ne demande rien. Il prend. Il vient, il rase, il part. C'est tout. Alors pourquoi aurait-il besoin d'elle? Les nuits suivantes, Zara se mettait dehors, à genoux, sous la lumière de la lune. Elle murmurait des mots que je ne comprenais pas. Une fois, j'ai osé m'approcher. Son visage était calme, trop calme. Et puis elle a souri. « Laïla, je crois que je peux le convaincre de partir. Pour de bon. » J'ai voulu la tirer par la main, la ramener à l'intérieur. Elle a refusé. S'il m'a choisi, c'est que j'ai quelque chose à lui offrir. J'ai ri nerveusement. « À part ton orgueil ?» Elle a ri aussi, un petit rire triste. Peut-être que c'est justement ça qu'il veut. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le vent soufflait d'une manière étrange, comme s'il tournait en rond au-dessus du toit. Et puis plus rien. Pas un bruit. Le genre de silence qui fait mal aux oreilles. À l'aube, la mère de Zara a hurlé. Tout le monde a couru, moi aussi. J'ai vu Zara allongée sur le sol, les yeux ouverts vers le ciel, la tête parfaitement rasée. Plus de lignes, plus de cercles. Juste la peau nue, lisse, brillante, comme si elle avait été polie par la lune elle-même. Certains ont dit qu'elle avait été sauvée, d'autres qu'elle avait été prise. Moi, je crois qu'elle a tenu parole. Parce que ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, le vent s'est tu. Et moi, j'ai souri. Oui, j'ai souri. Parce que dans notre village, même les morts tiennent leurs promesses. Depuis la mort de Zara, le vent s'est tu. On aurait pu croire que c'était une bénédiction, mais dans notre village, le silence n'est jamais un signe de paix. C'est une attente, une respiration avant la tempête. Et moi, je vivais désormais au rythme de ce silence. Chaque matin, je passais devant la maison de Zara. Le portail grinçait, les murs semblaient pleurer de poussière. On disait que sa mère parlait seule la nuit, qu'elle déposait un peigne sous la lune en espérant que Maaskin Daré le trouve et lui rende sa fille. Les enfants, eux, faisaient un détour pour ne pas passer devant la cour. Ils disaient que si tu écoutais trop longtemps près de la fenêtre, tu pouvais entendre une mélodie, un chant sans mots, sans voix, juste le souffle d'une promesse inachevée. Je n'y croyais pas, jusqu'à ce que je l'entende moi-même. C'était une nuit sans vent, sans étoiles. J'étais sortie chercher de l'eau et en passant près du vieux manguier, j'ai entendu un murmure. Ce n'était pas une chanson humaine, c'était plus doux, plus profond. On aurait dit que quelqu'un essayait de parler à travers la terre. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru réveiller les morts. J'ai reculé d'un pas, puis de deux, mais la voix semblait me suivre. Elle disait « Laïla, tu as survécu, mais la dette n'est pas payée. » J'ai voulu courir, mais mes jambes refusaient. Le sol sous moi vibrait légèrement comme si quelque chose respirait dessous. Et soudain, j'ai senti une main froide sur ma nuque. Pas une main d'homme. Une main légère, presque liquide. « Pourquoi Zara ?» ai-je murmuré sans savoir à qui je parlais. La réponse a été un rire étouffé. Un rire que je connaissais trop bien, celui de Zara. J'ai crié son nom et tout s'est éteint. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais chez moi, allongée sur le sol. Ma grand-mère était assise à côté, un bol d'eau dans les mains. « Tu es revenue ?» a-t-elle dit simplement. Je n'ai pas osé demander d'où. Les jours suivants, tout le monde a remarqué que mes cheveux avaient commencé à repousser. C'était lent, mais sûr. On aurait dit que la vie me rendait enfin ce qu'elle m'avait pris. Les femmes venaient me voir, me touchaient la tête, me disaient « Laïla, ton malheur s'en va. » J'aurais voulu les croire, parce que la vérité c'est qu'à chaque fois que mes cheveux gagnaient en longueur, j'entendais le chant revenir. Doux, lointain, mais présent. Et une nuit, je me suis surprise à le fredonner moi-même. Oui, moi, Laïla, la fille marquée, je chantais la mélodie de Zara. Ma grand-mère m'a entendue, elle m'a supplié d'arrêter. Ce n'est pas ta voix, Laïla, c'est la sienne qui t'emprunte. Mais plus elle me le disait, plus je sentais le besoin de continuer. C'était comme si chanter calmait quelque chose en moi, ou en elle,
Une semaine plus tard, j'ai trouvé un peigne sur ma natte, pas le mien, en bois noir, poli, posé là comme un cadeau. J'ai voulu le jeter, mais mes mains n'ont pas obéi. J'ai commencé à le passer dans mes cheveux sans même y penser, et quand j'ai levé les yeux vers le miroir, le reflet que j'ai vu n'était pas le mien. Zara me souriait. Le peigne est tombé de ma main, le chant a recommencé plus fort, et le vent, après des semaines de silence, s'est remis à souffler. Je me suis agenouillée, les mains sur les oreilles, mais le son venait de l'intérieur de ma tête. Il disait « Laïla, tu chantes bien. Maintenant, aide-moi à finir le couplet. » Et j'ai ri. Oui, j'ai ri. Parce que dans notre village, même les morts ont le sens du rythme. Je ris encore quand j'y pense, un petit rire qui tremble comme une flamme. Dans notre village, on rit pour cacher le tremblement des mains. On rit pour faire croire que la nuit n'a pas de dents. Ce soir-là, pourtant, mon rire avait un goût différent. Il était collé au chant de Zara, comme deux voix qui se soutiennent. « Aide-moi à finir le couplet », avait-elle dit. Et moi, stupide et curieuse, j'ai obéi. Les jours qui suivirent furent un mélange d'odeurs de peigne et de silence interrompu par des soupirs. Le peigne noir restait posé sur ma table comme une promesse muette. Ma grand-mère refusait d'en parler. Elle regardait le peigne comme on regarde une fête qu'on a peur de rejoindre. Les femmes venaient, me touchaient la tête, me disaient que mes cheveux repoussaient, que la chance revenait peut-être. Les hommes baissaient les yeux. Personne ne posait la vraie question. Qui chantait à travers moi? Qui répétait des paroles qu'aucun vivant n'avait apprises? Un soir, le vieux forgeron, celui qui sait lire les étoiles plus que les gens lisent les journaux, est venu me voir. Il n'a pas dit grand-chose. Il a simplement posé sa main ridée sur mon épaule et murmuré « Il y a des dettes qui demandent un paiement en musique, Laïla. D'autres demandent un paiement en silence. » Je ne savais pas quoi répondre. J'avais envie de demander si la dette pouvait s'éteindre en caressant un chien, mais j'ai fermé la bouche. Parfois les mots sont des voleurs plus dangereux que les esprits. La nuit suivante, la mélodie est devenue plus précise. Ce n'était plus un simple chant, c'était une demande, une partition inachevée. Zara, à travers moi, me guidait vers des mots que je n'avais jamais prononcés. Elle parlait d'un peigne perdu, d'un secret caché dans la racine d'un arbre, d'un serment que l'on ne devrait jamais prononcer sous la lune. Lorsque j'ai entendu la ligne, nette et froide, j'ai compris. Maaskin Daré ne s'était pas contenté de raser des têtes. Il avait voulu dessiner une histoire que quelqu'un, en ce monde, devait absolument terminer. Je me suis donc mise à chercher. Le matin, je fouillais les cases et les recoins, je retournais les jupes des femmes comme on feuillette un vieux livre. Le vieux peigne en bois semblait m'attirer comme un aimant. Parfois je croyais voir Zara dans l'eau d'une jarre, d'autres fois c'était seulement mon reflet qui me jouait des tours. Un jour, en grattant la terre près du manguier où Karim avait pleuré, j'ai trouvé un petit bout de corde tressée. Il y avait dessus des nœuds et chaque nœud semblait porter un mot. J'ai compris que c'étaient des paroles attachées, des promesses nouées pour qu'elles ne s'envolent pas. La nuit où tout a basculé, je tenais le peigne dans ma main comme on tient un secret trop lourd. Le chant m'appelait, mais cette fois il n'était pas doux. Il était insistant, presque exigeant. J'ai suivi la voix jusqu'à la case de Zara. La porte était bâillée et une odeur de jasmin s'échappait comme si quelqu'un avait posé le jardin tout entier sur le seuil. J'ai pensé, peut-être que la fin de la chanson est simplement une berceuse. Peut-être que tout ça finira bien. J'ai voulu espérer. Puis j'ai poussé la porte. La pièce était vide, mais le lit était impeccable, le voile plié. Au pied du lit, quelque chose brillait. Un miroir ancien, entouré de petites mèches, comme si quelqu'un avait essayé de recoudre la lune avec des cheveux. Le miroir m'a renvoyé mon visage, mais autour de mes yeux dansait une lueur étrangère. Et dans le miroir, j'ai vu Zara. Elle n'était pas là physiquement, mais son sourire, ce sourire trop parfait, m'a traversé comme une pluie. « Tu es venu ?» a dit une voix derrière moi. Je me suis retournée, le forgeron était là, sa lampe à la main, son regard grave comme une porte verrouillée.
Tu dois finir le couplet, Laïla. Sinon la dette reviendra, et cette fois elle prendra plus que des cheveux. » Je me suis assise, le monde me semblait vouloir pencher. Le chant maintenant ne venait pas seulement de l'intérieur, il venait de partout, des murs, des assiettes, du peigne posé sur la table. Zara, ou ce qui portait son nom, récitait une histoire ancienne. Une fille qui rit trop fort, un garçon qui promet, une dette qui se tord comme un serpent. À mesure que les mots s'empilaient, une image claire se formait. Karim, seul, qui avait essayé d'imiter Maaskin Daré, avait noué quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Il avait appelé un nom sans savoir comment le renvoyer, et le nom avait répondu. Je compris alors que la chanson n'était pas seulement une demande, c'était une clé, et que la clé s'ouvrait sur un choix. La voix disait « Donne quelque chose qui lui ressemble, rends ce qu'il a voulu prendre. » Je posais le peigne sur la paillasse, mon cœur criait, mais mes doigts tremblaient. Que pouvait-on rendre à un esprit qui prend déjà ? Comme on rend une faveur à un voleur, peut-être faut-il offrir un miroir. L'ancien forgeron me regarda, il prit ma main et d'une voix qui avait vu trop d'années, il souffla « Prends le peigne, raconte-lui, donne-lui ce qu'il pense vouloir, la beauté, la reconnaissance, le rire, mais rends-lui aussi ce que tu es prête à perdre. » J'ai ri encore. Un rire qui fut presque hystérique parce que dans notre village, on aime toujours ajouter une touche d'absurde à la tragédie. J'ai dit « Tu veux que je lui donne mon reflet ?» « Donne-lui la vérité, répondit-il. La seule chose qu'un esprit ne peut garder sans ton accord, c'est ce que tu refuses de lui céder. La nuit avançait, le chant devint un tambour et je chantais. Je racontais la vie de Zara, ses rires, ses peines, son orgueil. Je raconta aussi Karim, sa jalousie, son serment stupide. Je parlais de moi, de ma grand-mère, des femmes qui tressent et des hommes qui regardent. À la fin, je posais le peigne contre le miroir comme on pose une offrande. Le peigne trembla, le miroir vibratilla et une brise douce caressa mes cheveux. Puis tout s'arrêta. Le lendemain, le village s'éveilla avec un silence qui n'était pas lourd mais libérateur. Les femmes se coiffèrent sans crainte, les enfants jouèrent et la mère de Karim pleura en silence comme si elle avait enfin retrouvé la respiration perdue. Quant à moi, je gardais le miroir cassé, non pas par vanité, mais comme on garde une leçon. Mes cheveux avaient retrouvé du volume, mais ils portaient désormais une mèche plus claire, un petit trait qui me rappelait sans cesse que la dette avait été payée, mais à quel prix ? Zara ne revint jamais comme avant. Parfois je crois la voir au marché, en train de sourire pour de petites choses, comme si elle redécouvrait le monde pas à pas. Karim revint aussi, vieilli par une nuit qu'il ne racontait à personne. Il me regarda une fois puis détourna les yeux. Nous avons partagé un silence, celui des complices qui savent trop. La dernière leçon que j'ai apprise et que je n'ai jamais dite à personne, c'est ceci. Il existe des dettes que l'on paye avec des objets et d'autres que l'on paye avec une histoire. Racontez bien, une histoire peut fermer une porte. Racontez mal, elle l'ouvre davantage. Je souris en me coiffant, un petit sourire amer. Dans notre village, les cheveux ont retrouvé leur valeur, mais maintenant, chaque peigne que je touche me rappelle la chanson, et parfois, quand la lune est haute, j'entends au loin un murmure comme un refrain oublié. Je pose alors ma main sur ma tête, je sens la mèche claire, et je dis merci, ou peut-être au revoir. Parce que dans notre village, la fin d'une dette est seulement le début d'un autre conte.